épisode du podcast Autour d'un verre et c'est un épisode que j'avais hâte de vous livrer. C'est enfin arrivé pour moi la plus belle semaine dans le monde du golf, le tournoi des maîtres qui est de loin mon tournoi de golf préféré. C'est un tournoi qui est marqué au calendrier, ça lance le début de la saison de golf au Québec. Le printemps arrive et on voit les meilleurs golfeurs sur la planète affronter le fameux défi de Augusta National en Georgie. C'est un rêve que j'ai en tant que golfeur professionnel, en tant que fan de golf, éventuellement de gagner à la loterie et de pouvoir me rendre à ce tournoi-là et d'assister à ce qui pourrait se rassembler le plus au Super Bowl du monde du golf. C'est de loin la Mecque du golf. Moi, j'adore ce terrain-là, j'adore ce tournoi-là et j'aime tout ce qui entoure le tournoi des maîtres à Augusta National. Donc, j'ai vraiment hâte de jaser de golf avec vous. Puis je vais aussi vous jaser de vin parce qu'il y a une des traditions que j'aime le plus et je vais y revenir, c'est le dîner des champions. Lors de rassembler tous les anciens champions des années précédentes et ils sont reçus par le champion défendant. Donc, c'est lui qui va faire son menu, qui va présenter son vin. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais je veux commencer en vous parlant des traditions qui sont un petit peu plus solennelles pour le tournoi des maîtres, mais qui sont tellement importantes. Et pour moi, ça commence avant que le tournoi débute. Le tournoi débute, donc comme tous les tournois de golf dans la saison, c'est du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La ronde finale, toujours le dimanche. Mais avant le tournoi des maîtres, ils reconnaissent qu'il y a un entourage autour des joueurs de golf, de la famille, des amis, des parents. Et le fameux concours de Normal 3 qui s'est conclu, moi je trouve que c'est un événement exceptionnel. C'est tellement bon pour le golf. Ça fait grandir le sport. Et donc de voir des anciens champions du monde qui vont venir avec leurs enfants, voire même leurs petits-enfants pour des champions qui ont gagné il y a plusieurs années, et de pouvoir passer 9 trous à jouer sur une Normal 3 qui, si jamais vous avez la chance de voir ça, là, je vous le dis, c'est de loin le plus beau parcours de par 3 sur la planète. C'est Augusta National converti en Normal 3. Honnêtement, les trous ont de l'air spectaculaires. Mais de voir l'ambiance, de voir la camaraderie, de voir les jeunes enfants habillés avec le costume ou l'uniforme des cadets en blanc traditionnel avec leur nom de famille dans le dos, c'est absolument adorable. Puis je vous le dis, moi on dirait que ça donne le ton pour cette semaine-là, de voir les familles, de voir les golfeurs professionnels qui sont là avec leurs conjointes. Puis le 9e trou, ben, historiquement, dans le fond, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils permettent aux cadets, donc aux jeunes garçons, aux jeunes filles, aux femmes, aux mères, aux pères, name it, leur cadet réel de jeu, de pouvoir frapper. Et c'est un coup donc sur un Island Green. Donc c'est soit que ta balle se retrouve sur le verre ou elle est dans l'eau, mais c'est absolument adorable. Donc, première tradition du tournoi des maîtres avant que le tournoi débute. La deuxième chose, le jeudi matin, il y a quelque chose d'extrêmement solennel, donc qui est le départ des anciens champions, et dans ce cas-ci, donc les légendes du sport, donc Jack Nicklaus, il a gagné à quelques reprises. Gary Player, qui a eu 90 ans cette année, qui est encore solide comme le roc. Un exemple comme quoi le golf, c'est un sport qui se pratique à tous les âges. Gary Player, qui est peut-être l'ambassadeur par excellence international du golf, ben à 90 ans, il est encore capable de frapper un coup de départ. Puis c'est certain que c'est pas les plus beaux coups. Mais de dire que je suis capable de pratiquer un sport encore à 90 ans, ben moi je trouve ça exceptionnel. Puis c'est ce que j'adore du sport. Puis vous le voyez, la passion que ça amène parce qu'on peut jouer toute une vie. Et avant, on avait Arnold Palmer qui était le joueur du peuple. Arnold Palmer, c'était l'ultime champion
du peuple. C'était quelqu'un qui était extrêmement aimé. C'était quasiment comme le Maurice Richard, le Jean Béliveau ou le Guy Lafleur du golf, qui malheureusement est décédé. Mais d'avoir ces histoires-là, d'avoir ces souvenirs-là, de voir ces trois légendes du sport frapper leur coup de départ, c'est absolument exceptionnel. Coup de départ honorifique, vous en conviendrez, mais ça lance officiellement le tournoi des maîtres, donc de voir ces joueurs-là. Donc, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, honnêtement, ça met toujours une petite larme à l'œil de voir comme quoi ils reconnaissent les ultimes champions. Puis, je suis curieux de voir dans les prochaines années, donc, qui va se joindre à eux. Une fois que le tournoi commence, c'est un défi qui est colossal. Les anciens champions ont définitivement un avantage parce que c'est un terrain où la première fois que tu vas jouer là, puis c'est les joueurs qui l'expliquent, puis c'est mon ami Johan Benson qui me l'expliquait aussi, et d'ailleurs je vais avoir la chance d'échanger avec lui par rapport au tournoi des maîtres, mais c'est un terrain qui est tellement complexe, il y a tellement de nuances. Au niveau des dénivellations, là, on m'expliquait parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais l'allée du 10e trou, là, c'est littéralement comme une pente de ski. Donc, il y a une grosse dénivellation. Il y a des endroits où on a le droit de manquer la balle, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit de manquer la balle et où on est littéralement en prison si notre balle se retrouve là. Donc, si on n'est pas du bon côté du drapeau, ben on est mal pris puis il faut prendre le bogey. Mais de voir la perfection d'un terrain de golf et de voir les meilleurs joueurs au monde affronter ce défi-là, moi, c'est vraiment ce qui me plaît de ce tournoi-là. Et avant de me lancer dans ma prédiction ou mes prédictions, pour vous dire un peu mon analyse de la saison, j'ai mon cellulaire à la main. Pourquoi? Parce que je veux vous parler peut-être de la tradition, comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, la tradition que je trouve la plus significative, c'est de permettre, dans ce cas-ci, à Rory McIlroy, qui a finalement réussi à compléter le Grand Chelem. Grand Chelem étant, donc, comme au tennis, donc, le Grand Chelem, c'est de compléter tous les tournois majeurs, et Rory lui manquait le Masters. Rory a passé proche de compléter le Grand Chelem à quelques reprises, mais il arrivait toujours à court à Augusta National. Et puis, l'année passée, il a finalement réussi à se débarrasser de ce titre-là comme joueur qui ne réussissait pas à gagner à Augusta National. Donc, il a réussi à battre. Ça n'a pas été facile parce qu'il a connu quand même des ratés lors de la dernière ronde. Un coup super, semble-t-il, un coup super simple au 13e trou. Un wedge en bas de 100 verges, frappe sa balle dans l'eau. Et se retrouve à faire un double bogey si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et là, il a ramené beaucoup de monde dans la course, mais il a réussi, peut-être avec les années, à avoir de la résilience, mais il a réussi à se battre contre toute la pression d'une carrière, toute la pression des fans, pour dire, c'est quoi, je ne vais pas me laisser abattre cette fois-ci, puis je veux vraiment aller le chercher. Et au 18e trou, il a commis un bogey qui a ramené Justin Rose dans la course pour aller en prolongation l'année passée. Et en prolongation, Rory McIlroy a dit, on l'a vu dans son comportement, on l'a vu dans son attitude, on l'a vu dans ses yeux qu'il n'y a personne, même si c'est mon meilleur ami, Justin Rose, c'est un de ses bons amis sur le circuit, il n'y a personne qui va m'empêcher de gagner le fameux veston vert. Il a frappé un coup d'une qualité extraordinaire en prolongation et il avait un petit coup roulé pour faire le birdie, pour gagner finalement le tournoi des maîtres et de voir l'émotion, mais de voir aussi à quel point c'était libérateur pour lui de finalement gagner, de finalement mettre la main sur le veston vert et de dire que oui, c'est un champion du tournoi des maîtres. Et ça lui a donné plusieurs privilèges. Premièrement, invité à vie. Donc pour le reste de sa vie, tant et aussi longtemps que lui le voudra, il va être réinvité au tournoi des maîtres. Comme plusieurs autres joueurs. Et d'ailleurs, là, on a complété la première ronde. Et c'est incroyable de voir un Fred Couples à 66 ans qui est encore compétitif alors qu'il ne joue même plus sur le circuit du PGA Tour. De voir un Adam Scott qui est un de mes joueurs favoris. Premièrement, un élan parfait. Et c'est très rare que je vais dire ça, mais techniquement parlant, un élan parfait.
C'est un joueur d'une gentillesse et d'une générosité pour l'avoir déjà rencontré au President's Cup. Vous avez vu mon drapeau. C'est un joueur extrêmement généreux, extrêmement populaire. Physiquement, il prend un soin jaloux de sa condition physique et c'est ce qui lui permet encore d'être compétitif et de frapper des coups de départ au-delà des 300 verges, qui est un peu une marque obligatoire maintenant sur le circuit du PGA Tour. Donc, de voir des anciens champions invités à vie, ben, ils peuvent revenir quand ils veulent. La majorité des joueurs vont prendre leur retraite, vont annoncer, bon ben moi, je vais arrêter d'aller jouer le tournoi des maîtres parce que le terrain est 7600 verges, voire même un peu plus, avec des élévations qui sont marquées, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, à un moment donné, ben, le facteur vieillissement, ben, va nécessairement nous empêcher de pouvoir compétitionner sur ce terrain-là. Et c'est des joueurs qui ont tellement de fierté, peu importe leur âge, qu'ils ne vont jamais s'embarrasser à aller jouer 90 sur le parcours d'Augusta National. Ils vont dire, ben, regardez, moi, je vais me retirer. Je reviens à mes moutons. Rory McIlroy, plusieurs privilèges, dont celui de recevoir les anciens champions pour le fameux dîner des anciens champions qui se déroule là avant le début, donc avant le concours de Normal 3, donc une journée avant. Et j'ai décidé de vous faire part un peu de mes impressions par rapport, oui, au menu, le côté un peu épicurien en moi va vous dire que c'est un menu qui est établi avec des très très grands chefs, avec des aliments d'une très grande qualité, voire même ils vont faire venir là, des aliments propres de leur propre pays, de leurs propres origines. Et c'est Mike Weir qui disait en entrevue, lorsqu'il était en entrevue avec sa femme, il a dit, ben, il a fait venir un de ses chefs du Canada. Il a fait venir, je pense que c'est un poisson typique du Canada. Le nom m'échappe, mais donc lui il a dit, ben moi je veux faire vivre l'expérience canadienne aux anciens champions. Et Rory McIlroy a fait sensiblement la même chose, mais il a été vraiment avec des aliments nobles qui le représentent, avec des plats qui sont très, somme toute, simples, mais d'une très très grande qualité. Donc, on a ici là, un carpaccio de thon servi sur baguette avec foie gras. Donc encore là, comme je vous dis, c'est des aliments d'extrêmement grande qualité. Et le plat principal, donc il y avait un choix en fait, donc entre un filet de Wagyu, donc de la qualité premium sur la viande, ou un saumon poêlé. Et j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos. Même je vous invite à aller voir là, sur les réseaux sociaux du Masters. Ils ont fait une vidéo sur ce menu-là et ça a l'air absolument délicieux. Ce qui nous intéresse, les vins que Rory McIlroy a choisis. Et il y a une petite histoire derrière les vins où Rory, quand il a gagné l'année passée, est allé voir le sommelier le dimanche dans un esprit très festif et il a dit, moi je vais acheter une caisse de vin. Le sommelier a dit, pas de problème. Il a vendu sa caisse de vin puis il a dit, mais il y a un problème, M. McIlroy, vous n'avez pas le droit de partir avec le vin. Il faut le consommer ici et ça reste à valider. J'ai pas eu la chance de parler à Rory encore, puis je pense pas que ça va arriver d'ici tôt, mais si jamais je le croise, je vais lui demander est-ce que cette histoire-là est vraie, Rory, mais j'aime l'histoire et ça a été quand même confirmé par des médias de sources relativement sûres. Mais donc, Rory a décidé de servir ce vin-là pour son tournoi des maîtres, pour son souper des maîtres. Et donc, je vous lis et je vous fais part un peu de mes impressions par rapport au choix de vin. Donc, je suis 100% en accord avec le début de sa sélection de vin avec un champagne. Pour moi, il n'y a pas de belle journée sans bulle et le champagne, pour moi, c'est un des produits que j'adore le plus. Il y a quelque chose de festif quand on ouvre une bouteille de champagne, c'est qu'on a quelque chose à célébrer. Et il a décidé de se gâter en allant sur un champagne millésimé. Donc, il faut savoir qu'en champagne, il n'y a pas nécessairement d'année, il n'y a pas nécessairement de millésime. Parce qu'ils peuvent mélanger donc quelques millésimes ensemble pour faire des assemblages, pour respecter un peu une signature. Mais lorsqu'il y a un millésime sur un champagne, il faut savoir que c'est des raisins, donc c'est des cépages qui ont été cultivés, du pinot noir, pinot meunier et du chardonnay principalement, en fait uniquement ça, qui ont été récoltés cette année-là, qui est écrit sur la bouteille. Donc le millésime indique que c'est des raisins de qualité parce que c'est uniquement cette année-là qui a été choisi. Donc
Rory nous sert en entrée un Salon S brut, donc un champagne millésimé 2015. Et pourquoi il a été sur un champagne millésimé? C'est qu'il veut vraiment aller chercher le côté qualitatif, donc de la maison Salon, qui est une maison en Champagne qui est très, 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 très bien reconnue. Il travaille super bien. C'est un champagne qui n'est pas nécessairement abordable pour monsieur et madame tout le monde, mais monsieur McElroy a dit « Ça fait assez longtemps que je gagne, que j'attends de gagner ce tournoi-là, que je vais me gâter et je vais gâter aussi les anciens champions. » Et là, on passe à un autre niveau. Sur le millésime 2022, donc on est encore en jeunesse, donc 4 ans, il nous sert donc un vin de la Bourgogne, une appellation là, très 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 reconnue qui s'appelle Puligny-Montrachet, donc du domaine Le Fleuve, et c'est le bâtard Montrachet. Donc il faut savoir qu'en Bourgogne, on est sur 100% chardonnay, et le chardonnay en Bourgogne a cette façon de s'exprimer où il y a quelque chose de tellement élégant, de tellement complexe et de tellement structuré qui se prête super bien à un accord vin mai. Et là, on parle, là, dans la catégorie des vins blancs, on parle là, des Wayne Gretzky, on parle des Mario Lemieux, on parle des Sidney Crosby. C'est absolument extraordinaire et j'ose espérer que les gens qui étaient là ont su apprécier parce que c'est un des vins de la Bourgogne en blanc qui est les plus recherchés et les plus prisés. Le plat principal, on se rappelle qu'il y avait un choix, donc on avait le saumon poêlé, d'où la sélection du Bourgogne blanc, donc le bâtard Montrachet, un Puligny-Montrachet. Pour la viande, donc pour le Wagyu, avec une viande de cette qualité-là, avec une viande de ce persillage-là, ben, il faut aller avec un vin qui va venir supporter, mais qui va accoter le Wagyu, le filet de Wagyu. Et il est allé avec un colosse. Donc, on est sur millésime 1990. Donc là, on recule quand même assez en âge. On va avoir quelque chose de complexe, on va avoir quelque chose d'évolué. Et il est allé sur Château Lafite Rothschild, donc la famille Rothschild, qui est une maison, qui est une famille absolument exceptionnelle à Bordeaux. Donc, on est à Pauillac, sur la rive gauche. Et Château Lafite Rothschild, un petit peu comme je vous expliquais avec le bâtard Montrachet, c'est des vins qui sont extrêmement prisés. Et c'est de cette caisse-là dont il était question, où Rory a décidé d'acheter une caisse là, de Château Lafite Rothschild. Et là, on parle ici en quantité de milliers de dollars pour les 2 dernières bouteilles que je vous ai mentionnées. Rory, avec sa carrière, avec tous ses deals, tous ses commanditaires, il n'est pas à plaindre, mais il faut dire que c'est de loin le plus beau line-up de vin que moi j'ai vu dans les dîners des champions. Il y en a eu des très très bons, mais ça ici, là, c'est vraiment la crème de la crème. Donc, Château Lafite Rothschild 1990, donc on est à Pauillac, à Bordeaux. Et Rory a décidé de rester à Bordeaux, puis je ne vous ai pas parlé du dessert encore, donc c'est un dessert quand même assez particulier, donc ça s'appelle le Sticky Toffee Pudding. Donc on a un pudding avec de la crème glacée à la vanille et une sauce chaude de toffee par-dessus. Et il a décidé de rester à Bordeaux et de servir donc un Château d'Yquem, donc un Sauterne. Encore là, quand je vous parle des meilleurs produits dans leur catégorie, donc dans les vins liquoreux, Château d'Yquem, c'est numéro 1. Pas compliqué, il y en a d'autres, mais il y a juste un Château d'Yquem. Il y a d'autres vins liquoreux qui sont absolument extraordinaires. Le quart de chambre nous en est parlé dans un épisode, mais Château d'Yquem 1989, ça a dû être absolument incroyable. Et la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que le dîner des champions, c'est un peu l'idée derrière Autour d'un verre. Ce podcast-là, c'est de combiner le golf et de combiner le vin et de réussir à nous faire vivre des expériences absolument extraordinaires. Maintenant, je veux vous mentionner que le tournoi des maîtres, pour moi et pour plusieurs, c'est le tournoi de golf que les gens veulent remporter. Tu as un veston vert, tu as la notoriété, tu as le trophée qui est une réplique du clubhouse, donc du chalet, mais tu as aussi cette soirée-là
Et ce qui est le plus intéressant, c'est oui, ils mangent bien, oui, ils vont boire des vins d'exception, mais de prendre le temps, l'instant d'une soirée, de côtoyer les plus grandes légendes d'un sport, bien ça, c'est unique. Imaginez, regroupés dans la même pièce, Gordie Howe, Maurice Richard, Jean Béliveau, Raymond Bourque, Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Mario Lemieux, Nathan McKinnon, Connor McDavid, qui sont maintenant la relève du sport, ben c'est ce que le tournoi des maîtres fait. Ils vont regrouper tous les plus grandes légendes l'instant d'une soirée. Les histoires qui doivent se dire, qui doivent se raconter dans cette pièce-là, qui est réservée aux anciens champions et aux champions défendants, les histoires doivent être extraordinaires. Et si quelqu'un pouvait être une mouche sur le mur, il y aurait des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres qui pourraient être écrits à chaque année. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai mentionné, Rory va être invité à vie. Bubba Watson, invité à vie. Adam Scott, Mike Weir. Ils sont invités à vie. Ils ont le droit de retourner quand ils veulent. Donc, à chaque année, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Et il faut savoir que, et là, je vais m'en aller plus dans le côté prédiction, ça va être un podcast un peu plus axé sur le golf, mais il faut savoir qu'il y a une légitime chance cette année que Rory McIlroy défende son titre. Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai parlé un peu de l'histoire de Rory qui chassait le livre des records et de compléter le Grand Chelem. Mais maintenant que c'est chose faite, il n'y a plus rien qui l'empêche. Il n'y a plus cette pression-là, il n'y a plus cette bête noire-là qui tourne autour de lui. Il a finalement réussi, alors là, maintenant, il n'y a plus rien qui l'empêche de défendre son titre. Et je pense vraiment que c'est un parcours qui est fait spécifiquement pour un joueur comme Rory McIlroy. C'est un joueur qui a une puissance dans le top 5% du PGA Tour, donc c'est un des plus longs cogneurs sur le circuit. C'est un excellent joueur de fer. Et avec les années, je pense qu'il a compris comment jouer Augusta National. Il a compris qu'il y a des opportunités d'aller faire des birdies, d'aller faire des eagles, mais il y a aussi des opportunités d'aller faire des bons parts. Des bonnes normales. Et c'est ce qui est intéressant, puis je vous en ai parlé, d'accepter de faire des erreurs ou d'accepter de manquer un coup, mais de le manquer au bon endroit à Augusta National. Non seulement c'est nécessaire, mais c'est primordial. Alors je pense, honnêtement, et je me risque et je me mouille en disant ça, je pense honnêtement que Rory McIlroy a une très très bonne chance de gagner le tournoi des maîtres cette année. Maintenant, Rory, il n'est pas tout seul. Il y a des anciens champions qui poussent fort. Le numéro 1 mondial, Scottie Scheffler, l'a gagné 2 fois. Et Scottie Scheffler, malgré qu'il n'a peut-être pas la meilleure saison, c'est toujours une menace à Augusta National. C'est un joueur qui est tellement résilient, c'est un joueur qui est tellement bon avec sa qualité d'impact, sa qualité de coup de fer. Il y a beaucoup d'opportunités de jouer très très bas et d'être relativement agressif. Le côté émotif en moi, c'est certain que j'aimerais vous dire que Corey Connors, qui est notre joueur canadien qui est le mieux classé dans les rangs mondiaux, en fait dans les rangs mondiaux, Corey Connors a toujours bien fait là-bas parce que lui aussi, puis vous allez voir, il y a une tendance dans ce que je vous explique, c'est un excellent joueur de fer. Et ça, c'est important. De frapper les bons plateaux, de frapper la balle aux bons endroits, ben, je pense que ça va faire en sorte que Corey Connors va avoir une chance légitime. Maintenant, ceux qui n'ont jamais gagné, mais qui cognent à la porte, il y a un joueur donc, de l'équipe TaylorMade qui s'appelle Tommy Fleetwood. Et Tommy Fleetwood, c'est un joueur qui a une qualité de frappe, il a une qualité de jeu, et je pense qu'il y a les nerfs, ou je pense que cette année, il y a une réelle chance là, d'enfiler le veston vert. Donc, Tommy Fleetwood est là, bien que le podcast sort après le début du tournoi, ben c'est quand même, je vous donne quand même mes choix, puis peut-être les gens à regarder. Ce qui est intéressant avec le tournoi des maîtres aussi, c'est qu'on a toujours un peu, sans dire des surprises, mais on a des joueurs qu'on ne s'attendait pas
qui ressortent du lot. Donc, des très, très, très bons joueurs américains. Mais les joueurs internationaux ont tendance à toujours trouver leur épingle du jeu parce que c'est un parcours qui est très demandant et un peu dans la façon là, des Links Course. Des fois, c'est correct de frapper la balle à une distance un petit peu plus élevée que ce à quoi ils sont habitués. Donc, des fois, c'est pas nécessairement toujours de frapper la balle à 2-3 pieds du trou, mais des 20, 30, 40 pieds ou même de manquer le verre, mais on a une meilleure chance de faire un birdie que de frapper le verre puis être au-delà du drapeau. Donc, je pense que les joueurs internationaux cette année vont franchement nous épater dans le style de Jason Day. Dans le style d'Adam Scott, comme je vous ai mentionné, malgré qu'il avance en âge, c'est des joueurs qui sont tellement précis, qui sont tellement habitués de jouer des parcours qui sont très, très difficiles. Je pense qu'ils ont des chances légitimes de remporter. Shane Lowry. Shane Lowry, ça serait bien qu'il gagne. Ça serait tellement émotif. Il a déjà gagné un tournoi majeur. Il est capable de soutenir cette pression-là. Puis dans les joueurs américains, mais c'est la même chose. On parle d'un champion, un ancien champion en Jordan Spieth qui est toujours dangereux. Justin Thomas qui a une très très bonne saison, qui semble être dans un bon état d'esprit en arrivant au tournoi des maîtres. Donc c'est plusieurs choix comme ça, puis c'est tous des bons choix. Puis on va voir, c'est la beauté d'Augusta National. C'est que malgré qu'on a plein d'analyses, plein de statistiques de dire je pense que ça va être tel ou tel joueur ou tel ancien champion qui va remporter le veston vert, mais ça se décide toujours dans le deuxième 9 de la dernière ronde, donc dimanche, alors que je serai à BPM Sport pour en parler. La ronde finale va tout juste débuter, donc on va avoir la chance là, d'en parler un petit peu plus sur les ondes radiophoniques. Ça fait le tour du tournoi des maîtres et c'est certain qu'un podcast sur le tournoi des maîtres pourrait durer 2, 3, 4 heures et c'était pas ça le but ici. Le but c'était simplement de vous mettre en lumière certaines traditions, mais surtout les raisons pourquoi pour moi c'est le tournoi qui est peut-être le plus important et qui semble année après année rassembler les amateurs, les fanatiques, les gens qui sont moyennement intéressés au golf ou les gens qui n'ont aucun intérêt au golf, mais il y a un buzz autour de ce tournoi-là. Puis on dirait que ça lance le début de la saison ici au Québec. Donc les températures à l'extérieur se réchauffent, il y a des terrains de golf qui commencent à ouvrir et éventuellement l'ensemble des terrains de golf au Québec vont ouvrir. Donc je voulais vous parler du Masters. C'était important pour moi de le faire pendant le tournoi pour qu'on puisse avoir quand même des bonnes idées de ce qui se déroule pendant le tournoi. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a ouvert l'appétit de parler là, du menu de Rory McIlroy qui franchement, si vous n'avez pas eu la chance d'aller le voir, je vous invite à aller consulter au moins la photo qui sort à chaque année du tournoi des maîtres et de faire des recherches sur les vins dont je vous ai parlé. C'est rare qu'on va avoir une qualité de produit, c'est rare qu'on va avoir une qualité de bouteille de vin comme ça réunie pour un même souper. Alors, autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Ça a été à nouveau un plaisir de parler golf, de parler vin et de parler gastronomie avec vous. Je vous souhaite santé, bon tournoi des maîtres et pour ceux qui nous écoutent du Québec, bon début de saison de golf. Au plaisir de vous croiser très bientôt.